Bonjour à toutes et à tous. Alors, je crois que ça y est, les participants arrivent les uns après les autres. Euh, Écoutez, je suis hyper content d'être avec vous aujourd'hui. C'est notre tout premier live d'entreprendre dans la mode. On attend encore une personne qui doit nous rejoindre, hein. C'est un CEO qui a bien voulu participer avec nous à ce live. C'est Henri Sebaoun, il est le directeur général de Vanessa Bruno. J'attends encore quelques secondes avant de se lancer complètement, avant que tout le monde arrive. Euh, Attention. Cool. Alors, on est parti? On se lance? Allez. Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode live. C'est un épisode que j'enregistre aussi, qu'on enregistre et qui sera sans doute rediffusé demain ou après-demain, en tout cas dans les jours qui viennent. Euh, Ce que je disais en intro, c'était que c'est mon tout premier live, donc c'est un petit peu stressant, mais c'est hyper excitant. Et, euh, et si on a fait ce live, c'est parce qu'on a eu pas mal de demandes de la part de notre audience, etc., pour apporter des solutions plus concrètes à cette crise du Covid-19. Ce qu'on a décidé de faire, c'est faire donc ce live avec plusieurs invités, et notamment on a Laure Guilbault, qui est contributrice au Vogue Business. Elle se présentera un petit peu plus longuement, vous la voyez, elle s'est préparée, maquillée, elle est, elle est toute mignonne. En tout cas, elle donnera son avis, son ressenti, parce qu'elle a été en contact avec de nombreux CEO ces derniers jours, ces dernières semaines. Et puis, on est également avec Tony Pinville. Tony Pinville, c'est le CEO et le fondateur de Euritech. Donc, il est passé dans Entreprendre à la mode, hein, c'était l'épisode 106. Et Ouais. donc, je vous invite à le réécouter. Et lui, il nous donnera vraiment cette dimension data. Vous connaissez Euritech, je pense, pour la plupart d'entre vous, mais Euritech scanne en tout cas Instagram, etc., pour prévoir le futur, mais il nous expliquera un peu plus en détail ce qu'il fait. Et puis, on a Henri Sebaoun, c'est le CEO qui est avec nous aujourd'hui et qui va nous donner son ressenti d'insider, de gars qui gère vraiment le business et qui gère la problématique euh, d'une marque en temps de crise, une crise qui, on le rappelle, est sans précédent. Un petit disclaimer aussi avant de commencer, c'est que l'idée de ce live, c'est de donner des pistes pour la reprise. Euh, mais bon, on va essayer de faire un peu de prospective, mais comme toujours, la prospective, on va pas s'engager, quoi. On peut pas vous assurer que c'est exactement ce qui va se passer. Clairement, on l'a vu, et je pense que Laure sera d'accord avec nous. Quand on parle avec les CEO, quand on parle avec les entrepreneurs et tous les conseillers et tous les acteurs de la mode, comme c'est une crise sans précédent, c'est compliqué d'avoir des vraies réponses à la suite des événements. Henri est toujours pas là, donc c'est hyper dommage, mais bon, je pense il nous rejoindra par la suite. Je vais donner la parole à mes invités euh, pour leur poser la question toute simple déjà, c'est qu'ils se présentent en quelques phrases, savoir ce qu'ils font exactement, et, euh, et surtout, j'aimerais bien qu'ils nous donnent leur réaction sur ces 4 dernières semaines. Comment ils les ont vécues personnellement en tant qu'entrepreneur, en tant que journaliste, et qu'ils nous donnent leur premier ressenti, quoi. Honneur aux filles, on donne la parole à Laure. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis journaliste, je couvre le secteur du luxe et de la mode. Je contribue à Vogue Business. J'ai fait quelques articles ces dernières semaines qui m'ont permis d'avoir une vision un peu plus claire de ce qui se passe dans l'industrie actuellement. J'ai pu parler avec des PDG. Alors, on parlait de ça ensemble, Adrien, tout à l'heure. C'est pas évident de leur parler actuellement. Déjà, ils ont beaucoup de choses à faire. Ils sont en mode crise, management de crise. Et puis, ils ont aussi un peu peur de s'exprimer et de dire des choses qui pourront s'avérer plus tard un peu à côté de la plaque. Mais malgré ça, j'ai pu parler avec certains. Il y a quand même des choses positives qui se dégagent, qui sont une solidarité dans l'industrie, des nouveaux modes de fonctionnement des entreprises qui sont
qui pourront s'avérer des changements en profondeur de, de, de leur mode d'opération, mais aussi de l'industrie. Juste un petit mot aussi sur toi, ton métier. Qu'est-ce que ça a changé dans ton métier de journaliste? Alors, déjà, il n'y a plus d'interview en personne. Elles Mhm. sont uniquement par téléphone ou sur Zoom. C'est une période très difficile et qui est dramatique. En même temps, d'un point de vue journalistique, c'est passionnant. C'est une matière journalistique qui est vraiment très intéressante, même si c'est très dur. Au moins, quand on est journaliste, on se sent un tout petit peu utile de travailler dans l'information. On ne se sent pas complètement inutile et ça permet de se concentrer sur le travail et de ne pas penser à autre chose, de vaguer. Mm. Tony, je pense que tu es en train de taper sur ton ordinateur, ça Pardon, nous casse un peu les oreilles. pardon, j'avais juste un petit. Très bien. Ouais, pas de souci. Tony, je te pose une question aussi. Je te pose exactement la même question. Comment tu vis comment tu vis cette crise, toi, d'un point de vue très personnel et vis-à-vis de Ritech, comment ça se passe Ouais. concrètement? D'accord, donc déjà pour présenter brièvement, oui, je suis Tony Pinville, CEO co-fondateur de Ritech. Et au sein de Ritech, on aide les marques de luxe et mode à prédire les tendances marché et tendances consommateurs en analysant les images des réseaux sociaux. Donc effectivement, là, il y a eu un changement assez radical quand, quand, quand cette crise est arrivée. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé, même si on avait des prémices en Chine et puis en Italie. Nous, ça a changé assez radicalement la façon de travailler du jour au lendemain. Déjà, on est passé effectivement en télétravail à toute la société. Donc, on avait un peu anticipé ça avant le confinement. Le week-end d'avant, le vendredi d'avant, on était passé du jour au lendemain en télétravail. Alors, compte tenu qu'on est une start-up, qu'on travaille beaucoup sur avec des technologies, la transition s'est faite très rapidement et qu'au final, même, je pense qu'on a réussi à être plus efficace dans les réunions, plus efficace dans la façon de travailler. Ensuite, là, ce qui change énormément, c'est notre relation avec nos clients et effectivement tout ce qui est prospection qui est totalement à l'arrêt en ce moment parce que les clients ont bien sûr des sujets autres à traiter pour l'instant. Ils gèrent le très court terme, c'est-à-dire le lendemain. Donc pour l'instant, nous, on est plus en relation étroite avec nos clients existants. Donc on noue une relation assez particulière parce que justement, grâce qu'on a comme données, comme insight, on peut les aider aussi, et ça va arriver de plus en plus, à préparer l'après, à préparer la rentrée, avec différentes tendances qu'il y a et savoir quelles sont les bonnes stratégies à avoir pour l'après-confinement. Là, c'est vraiment aussi l'entraide. On essaie de faire pas mal de choses justement pour aider parce que c'est effectivement une crise sans précédent pour tout le monde. Alors, je pense qu'Henri, il n'arrive plus à se connecter au live, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. C'est hyper embêtant. C'est dommage de ne pas avoir sa réaction à lui. Est-ce que c'est jouable de le réintégrer ou pas du tout? Après, je pense qu'ils sont en train d'essayer de regarder ça, ce que j'essaie de voir. Ouais. Donc, a priori, ils sont dessus. J'espère que qu'il va pouvoir se connecter. Ouais, écoute, au cours j'espère qu'il pourra. Ouais. Très bien. Moi, je vous propose de continuer parce qu'il y a plein de gens qui sont là et qui attendent d'avoir de la data. Moi, ce que j'aimerais bien qu'on fasse tous les trois, c'est qu'on fasse un tour d'horizon de l'impact sur l'industrie depuis l'annonce du confinement. Qu'est-ce que vous avez pu tirer comme leçon ces 4 dernières semaines chez Euritech? Alors déjà peut-être il y a quelques données marché qui sont un peu apparues, notamment il y a un rapport là de Business of Fashion et McKinsey là, il y a spécialement d'été pour le coronavirus qui est arrivé hier et qui donne des informations intéressantes, des estimations intéressantes sur l'état du marché et ce qui va se passer sur l'année. Donc il prévoit sur l'industrie de la mode moins 30% year-on-year sur 2020 et encore plus, enfin une décroissance plus importante encore sur l'industrie du luxe. Environ moins 40%, et aussi un impact important pour si les magasins restent fermés pendant 2 mois, environ 80% des compagnies autour de la fashion seraient en risque financier. Donc c'est vrai que c'est un challenge énorme
pour les marques, et même aussi sur la partie online, il y a une décroissance assez importante. En revanche, ce qui est aussi important, c'est que cette crise-là, ça peut être aussi une opportunité d'accélérer un petit peu ce qui commençait à émerger en amont, c'est-à-dire il est impératif d'innover et de revoir en profondeur en fait les fonctionnements. Et donc, il y a beaucoup de solutions qui sont possibles à utiliser pour optimiser la gestion des stocks, optimiser énormément d'éléments, et que c'est peut-être le moment justement de se poser ces questions-là pour penser à l'après, une fois qu'on a effectivement traité le très court terme. Parce que c'est vrai que là, la plupart des marques avec qui on discute sont très court terme pour les jours qui viennent. Mais je pense que surtout à partir de mai, il y aura une réflexion en profondeur. Là, on a notamment un client en dehors d'Europe qui justement profite de cette baisse d'activité pour voir tous ces process et chercher justement des solutions de digitalisation pour être prêt à la rentrée, quoi. Ouais. Et clairement, le commerce, tout est fermé, donc il y a plus un centime qui rentre. Sur le e-commerce, qu'est-ce qu'on voit? Parce que je disais, enfin, tu nous as partagé une source, la source Fevad. En France, 94% des sites de e-commerce ont maintenu leur activité, ce qui me paraît énorme, parce que j'ai l'impression qu'en parlant, il y a pas mal de gens qui ont fermé, puis réouvert, etc. Mais 94% des gens sont restés ouverts, c'est quand même énorme, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'activités online, mais elle est quand même en baisse de manière globale sur e-commerce. Après, il y en a certains qui s'en sortent le mieux. Après, de ce que j'avais vu, c'est Nike qui s'en sort bien, notamment même en Chine. Ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Mais il y a quand même une baisse un peu globale d'après les chiffres Il n'y a pas qu'on du a pu voir. tout de report des boutiques vers l'e-commerce. Ouais. Et Ouais. en France, les entrepôts restent ouverts en général, mais on ne sait pas pour combien de temps. Il y a des e-tailers qui n'ont plus d'entrepôt. Ouais. Toi, Laure, quelle est ton analyse par rapport à ça quand tu as fait la tournée des CEO et des acteurs de l'industrie? Qu'est-ce qu'ils te disent? Comment réagissent les consommateurs vis-à-vis des achats sur l'e-commerce? Sur l'e-commerce, en fait, c'est vrai que la distribution en général, c'est la préoccupation numéro un des PDG en ce moment, j'ai l'impression. C'est-à-dire que la première grande étape a été de mettre tout le monde en télétravail, mais aussi de fermer les boutiques. Ensuite, il y a tout le rapport avec les distributeurs, avec le wholesale, qui est un point, comment on dit, Pierre, d'achoppement. C'est-à-dire qu'il y a des négociations très dures actuellement. Les distributeurs sont tentés d'annuler des commandes qui ont déjà été passées. Et puis, un PDG me disait, je dis à mes équipes, à mon équipe exécutive, de ne pas faire à nos fournisseurs ce qu'on ne voudrait pas que nos clients nous fassent. La collection automne est déjà fabriquée, la collection hiver pas encore tout à fait, donc ils essaient d'ajuster, mais c'est compliqué. La plupart veulent honorer leurs commandes, mais c'est compliqué. Et ensuite, le commerce, effectivement, c'est la seule source de revenus actuellement, avec cette incertitude de on ne sait pas pour combien de temps. Ouais. Il y a ce que je vois dans les notes aussi, qui était hyper intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de marques donc, qui ont supprimé qui ont mis en pause le point relais, hein, parce qu'on sait qu'en France, c'est hyper utilisé le point relais. Donc là, plus de point relais, on ferme tout. Il y a pas mal de gens qui ont supprimé les frais d'envoi aussi pour inciter les gens à acheter et à faire leurs achats sur le e-commerce. Et il y a pas mal de gens qui ont sollicité, enfin qui ont proposé aussi acheter maintenant et retourner quand vous voulez, en augmentant le temps de retour. Le temps de retour. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus, non? Après, je pense qu'effectivement, toutes ces idées-là sont à prendre, et que je pense qu'on apprend aussi au fur et à mesure et qu'on teste différentes choses pour voir l'impact que ça a. Après, à voir ce que ça va faire sur la durée, et vu que le confinement n'est pas prêt de s'arrêter, est-ce que ça va jouer sur les mois qui viennent? L'e-commerce sert aussi à écouler les stocks actuellement.
C'est-à-dire qu'avec ce problème de stock, l'e-commerce est un des seuls vecteurs. Alors, il y a différentes stratégies que vous mentionnez dans votre rapport, Tony, vis-à-vis des stocks qui sont les repousser à 2021 certains lancements, mais c'est aussi mettre le maximum sur l'e-commerce ou allouer à la Chine certains stocks. Justement, en rentrant un peu plus dans le détail sur cette gestion du stock, qu'est-ce qu'on va faire de tout stock là, qui nous reste sur les bras, enfin toutes les marques parce que ce que vous précisiez et ce que j'ai beaucoup entendu moi dans mes discussions avec les CEO, c'est que beaucoup de distributeurs ont coupé les commandes, donc ils n'acceptent plus les commandes alors même qu'elles étaient on time, elles étaient produites, etc. On n'a plus de retail, etc. Donc grosso modo, on a beaucoup de stock sur les bras. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait pour éviter d'être à la sortie du confinement et de se retrouver avec des moins 70% dans toutes les boutiques, quoi. Tony, tu peux… Non, je sais que tu avais un sujet sur… Non, tu avais un sujet effectivement sur les soldes. Le stock, il y a une inquiétude profonde actuellement qui est sur la période des soldes. C'est-à-dire que, est-ce que dès qu'on sort du confinement, la collection sera soldée, la collection actuelle sera soldée d'une manière très forte, ce qui va tuer complètement la collection. En même temps, ça va être une tentation des grands magasins, des distributeurs. Donc, les marques sont inquiètes à ce sujet. Mais moi, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est quand on… Enfin, si je vends toute ma collection en solde, enfin, comment tu gagnes de l'argent et comment tu arrives à résister à la saison et à l'année, quoi. Si tu as tout vendu uniquement en solde et qu'il te reste plein de stocks sur les bras, très concrètement, comment on fait? Oui, c'est le problème. Il n'y a plus de marge et il n'y a plus de cash. Et c'est ça aussi qui a mené les grands magasins américains à foncer droit dans le mur. Enfin, pas tous, mais certains. Donc, c'est très dangereux. Juste, je fais une petite parenthèse. Donc, on doit avoir normalement un CEO qui doit nous rejoindre. C'est Henri Sebaoun, directeur général de Vanessa Bruno. Je ne sais pas s'il va nous rejoindre un jour. C'est trop triste s'il ne vient pas. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose, mais techniquement, Ouais, c'est un peu bloqué. Oui, on est dessus. A priori, ils essaient de le connecter. D'accord, ok. Et peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on peut peut-être aussi dire aux gens qui peuvent poser des questions. C'est exactement ce que j'allais proposer. Vous pouvez poser vos questions en direct live. Il y a un petit Q&A en bas de l'écran. Si jamais vous avez des questions très précises, n'hésitez pas. On les relève et on les posera le moment opportun. En tout cas, nous, on garde un petit peu de temps en fin de ce DLM live pour y répondre sans problème. Une question, c'est la question Madame Myrma maintenant. C'est concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans les 6 prochains mois sur l'industrie de la mode? Très concrètement, on voit que le calendrier de l'industrie, le calendrier est complètement chamboulé. Est-ce qu'on peut tirer aussi des apprentissages de la réouverture de certains magasins dans certaines régions en Chine? Qu'est-ce que concrètement ça va changer d'après vous dans les 6 mois qui viennent? Tu veux commencer ou quoi? Ok. Sur la réouverture des magasins en Chine, ce que j'entends, c'est qu'au début de la réouverture, il y avait un trafic en baisse de 50% et beaucoup moins de ce qu'on appelle le browsing dans les malls. Mais malgré tout, un taux de conversion très fort. Donc, les gens, il y avait moins de monde en magasin, mais ceux qui venaient… Là, depuis quelques jours, apparemment, le trafic a repris en plus en magasin. Donc, la reprise est très forte. Apparemment, ça s'explique par plusieurs facteurs qui sont déjà le dynamisme du marché domestique. Ensuite, les Chinois qui avaient prévu de voyager et de faire leurs achats à Paris, à Rome, à Dubaï, décident d'acheter chez eux.
Donc, il y a ce report des achats des touristes chinois en Europe qui se fait en Chine. Et apparemment, j'étais un peu étonnée de ça, mais il y a un rattrapage des achats de la Saint-Valentin. Ah oui, Donc, parce qu'ils ont loupé la Saint-Valentin, c'est vrai, ça, on n'y a pas pensé. Ouais. alors après, c'est ce qu'on disait. Est-ce que c'est un indicateur de la façon dont la reprise va se passer en Europe ou aux États-Unis? On sait qu'en Chine, il y a une confiance dans l'avenir qui est très forte, un optimisme culturel qui n'existe pas forcément chez nous. Il y a aussi quelques autres leçons sur la Chine. C'est a priori les marques qui s'en sont bien sorties, c'est celles qui sont assez fortes au niveau digital et omnichannel. Donc, je pense qu'il paraît un peu logique, mais aussi toutes les marques ont été très customer first. Donc vraiment essayer d'être à l'écoute au maximum du client. Et je pense que c'est un des enjeux a priori il pourrait être bon d'intégrer en Europe. Enfin, ça paraît assez cohérent. Et aussi une importance sur l'innovation et revoir les modèles à ce niveau-là de manière précisément. C'est un avion qui passe. C'est la guerre, là. Il y a un avion de chasse qui vient de passer au-dessus de chez moi. L'avion qui vole. Ouais, il y a encore des avions qui volent, mais ça, je pense que c'est l'armée, c'est l'armée de l'air, clairement. Parce que ça fait un petit bout de temps. Moi, je suis chez mes parents à Annecy et on n'a pas vu un avion passer depuis un petit bout de temps. C'est assez ouf. Donc, c'était hyper intéressant c'était intéressant sur ce que vous disiez sur la Chine. Qu'est-ce que ça va changer d'autre, très concrètement et est-ce qu'on voit notamment des choses apparaître? Là, je voyais, il y avait une question, de Emmanuel de Villeneuve-Esclapon qui disait: est-ce que l'on commence à voir sur les réseaux sociaux des signes avant-coureurs d'un changement réel sur les attentes des consommateurs, plus local, plus confort versus du bling-bling? Est-ce que tu vois apparaître ce genre de choses ou pas du tout? Il y avait quelques signes avant-coureurs sur les sujets de sustainability où on voyait quand même que ce sujet apparaissait de plus en plus. Ça avait fait focal dans les mois qui précédaient la crise. Donc, ce sont des sujets qui émergent et qui aussi sont reportés par nos data et par le rapport aussi de BOS sur sustainability, sur la partie transparence. Donc, après, ce sont des sujets qui vont être de plus en plus en lien avec post-confinement. Et peut-être aussi une hypothèse de plus de local, parce que effectivement la difficulté du transport, je pense qu'il y avait pas mal de choses qui vont être revues à ce niveau-là, et que potentiellement ça va changer ça, quoi. Donc on voit des signes à concours sur ça. Je pense qu'au-delà de la sustainability, c'est vraiment l'intégrité d'une marque en général qui va être questionnée, parce que quand on frôle une catastrophe comme ça, on revient aux valeurs essentielles, et donc ça sera: est-ce que la marque s'est bien comportée pendant cette période de crise aussi. Et sur les réseaux sociaux, on voit des communications sur à la fois leurs initiatives philanthropiques et une création de contenu avec Chanel a organisé un concert d'Angèle en live. Ça, je trouve ça très intéressant parce que c'est offrir une expérience et garder un lien avec le client. Et à la fois, Angèle est proche de la maison. Je crois qu'elle a assisté au défilé, etc. Donc, c'est des initiatives intéressantes. Oui, on voit aussi ce qui a a priori bien fonctionné en Chine, c'est aussi toutes les marques qui ont fait quelque chose de la communication plus sur prendre contact avec les clients sans forcément bien sûr leur vendre quelque chose, mais savoir comment ça allait, et puis nouer un lien fort avec les clients pendant ces moments-là. Sans parler du produit, en fait. Voilà, sans parler du produit, bien sûr, parce que ça ne serait pas forcément bienvenu, mais voilà, soit les actions philanthropiques, comme ce que font effectivement les grands groupes, ou ce qu'essaient de faire des plus petites marques, mais aussi nouer des contacts forts et pour l'après-crise. Ouais.
Juste une parenthèse, hein, Henri Sebaoun ne pourra pas nous rejoindre. Il y a un problème de connexion de son côté, donc c'est hyper dommage. Et en même temps, c'est un peu à l'image de ce qu'on a vécu dans l'organisation de ce EDLM Live. Finalement, on s'est rendu compte que c'était assez difficile d'avoir en live des dirigeants d'entreprise, des CEO, etc. Parce que, comme vous le savez tous, c'est tellement compliqué de prévenir l'avenir en ce moment qu'il n'y a pas grand monde qui veut prendre la parole sur ces sujets-là en direct live, parce que bon, le live, hein, vous voyez bien, hein, c'est un exercice qui n'est pas si simple que ça. Pour revenir sur la sustainability, nous en discutant, enfin moi en discutant avec pas mal de gens, il y a beaucoup de gens qui parlent de health washing. On parle plus de greenwashing, mais de health washing. Et on a le sentiment que dans cette crise sanitaire, il faut plutôt la jouer très plutôt, comment dire, se la jouer discret sur tout ce qu'on fait en termes de support des États, des hôpitaux, etc. Est-ce que vous avez ressenti ça aussi de votre côté? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne préfèrent pas communiquer sur ce qu'ils font pour aider la communauté. C'est vrai que ça ne peut pas être uniquement toutes ces initiatives philanthropiques qui sont fantastiques, puisque c'est quand même la force de frappe des grandes entreprises qui est mise au service de la sécurité sanitaire, avec la fabrication des masques et des gels notamment. Je pense que c'est, bien sûr, c'est utile en termes de communication, mais il ne faut pas que ça soit uniquement un outil de communication. On dit que ça va accélérer donc toute cette dimension sustainability. Tony, tu peux nous dire un peu plus en détail ce que tu vois concrètement sur les réseaux sociaux quand on parle de sustainability? Est-ce que vraiment le hashtag sustainable brand, sustainable fashion, etc. a pris de l'ampleur ou pas du tout? Nous, ce qu'on avait fait, on avait fait un rapport sur ce domaine-là avant le coronavirus. Ce qu'on avait vu, c'est que le hashtag Sustainable Fashion, ça avait fait x5 entre 2017 et 2019. Donc, il y a vraiment un intérêt sur ce sujet-là. Et les marques associées au Sustainable Fashion, c'était des marques comme Everlane, Veja, Levi's, Reformation ou même Vinted. Donc voilà, c'est ce qu'on voit, ce qu'on a vu pré-Covid. Ensuite, post-Covid, c'est toujours un sujet qui effectivement émerge. C'est un peu encore trop tôt pour voir si ça va accélérer ou pas. On le pense, ce sont les vitesses qu'on met, on pense que ça va accélérer sur ce sujet-là, et c'est confirmé par d'autres analystes. Et donc, voilà, plus effectivement tendre vers des productions localisées et des micro-collections. C'est ce qu'on voit pour l'instant. Et Adrien, tu demandais ce qui allait se passer dans les 6 prochains mois. Il y a aussi ce calendrier de la mode chamboulé aussi dont tu parlais. Donc, Fashion Week de hommes de juin et la couture de juillet sont annulées. Les marques commencent à réfléchir aux alternatives au défilé. Donc, ça sera des alternatives digitales, c'est sûr. En même temps, un PDG avec qui je parlais me disait le mois de juin, ça semble une éternité. Dans une éternité, parce que là, ils ont tellement d'autres préoccupations vraiment urgentes qu'ils commencent tout juste à s'en préoccuper. Il y avait déjà des showrooms digitaux, donc la métamorphose du système de la mode était déjà en marche, mais là, ça va être un énorme booster, c'est évident. Concernant le format des défilés digitaux, il y a eu cette première mouture d'Armani à Milan en début mars, là, où il a annulé le défilé. Enfin, le défilé s'est tenu, mais sans public. Alors, on peut penser que ça peut être ça. Je ne sais pas trop quel autre format ça peut être. Il y a aussi des questions sur la Fashion Week de septembre. Est-ce qu'elle sera bien maintenue? Si elle est maintenue, elle aura probablement un public assez limité. Donc, c'est plein de questions qui sont dans l'air et en suspens. Et sans réponse. Moi, je fais un petit teasing, mais j'interviewe René Célestin de Hobo Global, qui est un organisateur de défilés. Je l'interviewe demain, je crois. Et je pense qu'il aura sans doute des pistes, des réponses à cette question. Mais clairement, aujourd'hui, il n'y a aucune visibilité. Et c'est ce que tu dis, Laure.
en fait, c'est pas encore d'actualité. Là, ce qui est d'actualité, c'est comment on sauve nos boîtes et comment on sauve et comment on gère le stock et la trésorerie, quoi. J'ai l'impression que euh, tous les dirigeants naviguent à vue et n'ont pas encore anticipé cette problématique-là. Mais clairement, ouais, la question, elle mérite d'être posée. C'est comment on va vendre la mode demain, quoi. Comment on va vendre la mode dans 3 mois, dans 6 mois, si les frontières restent fermées. Parce que moi, le sentiment que j'ai, c'est que tant que on n'a pas trouvé de vaccin, tant qu'il n'y a pas une immunité globale, bon, les déplacements entre pays, entre la Chine, les États-Unis, l'Europe, etc., il y a très peu de chances que ça reparte comme avant la crise, quoi. Oui, c'est sûr. Et alors, est-ce qu'on va continuer à fabriquer des collections? Là, j'ai l'impression que c'est le cas. Les designers continuent à travailler sur leurs prototypes. Ça doit être pas évident du tout sans pouvoir toucher les matières, les tissus, en faisant des ajustements, en validant digitalement tout ça. Ça doit être très dur pour eux. Mais d'après ce que j'entends, ils continuent à le faire. Ils continuent à travailler sur des collections qui seront peut-être plus condensées, un peu moins de références, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais là aussi, ça va changer la donne. Est-ce que vous avez, vous, des contacts avec la fédération de la haute couture? Parce que, bon, on sait que la Fashion Week Homme a été annulée. Qu'est-ce qu'il en est pour l'instant? Est-ce qu'il y a une décision qui a été prise pour juin et pour septembre? Pour l'instant, c'est en stand-by encore, hein. Pour septembre, pour l'instant, rien n'a été annulé en tout cas. Rien n'a Mais été confirmé. Ouais. juin, c'est annulé. Est-ce que vous avez des pistes de réponse peut-être pour les plus jeunes designers? Comment ils ont intérêt à vendre leur collection dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent? Je parle pour le wholesale, parce que là, on parle de Fashion Week. Vous avez une idée ou pas du tout, hein? On peut donner quelques idées, mais avoir des solutions, c'est pas forcément évident. Nous, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est plus, on se rend compte qu'on a pas mal d'informations d'insight qu'on souhaite justement partager gracieusement à des jeunes créateurs pour les aider. Donc là, on est en train de mettre en place justement une initiative à ce niveau-là pour voir comment, grâce aux data qu'on récolte un petit peu partout, on peut potentiellement aider des jeunes marques, des jeunes créateurs pour les aider dans la collection et savoir orienter un petit peu sur ce qui potentiellement marche, parce que je pense que tout l'enjeu, ça va être de produire dans les bonnes quantités, le bon produit, sans justement, en évitant au maximum tout ce qui est c'est sur stock et tout ce qui est voilà, produit qui pourrait tendre vers voilà, du surstock. Donc, ça peut être une idée, c'est réfléchir ouais, en profondeur à différentes choses assez drastiques. Après, avoir des avis très précis, c'est pas forcément évident. Je lis là dans les notes, McKinsey considère que 50% des erreurs de prévision de vente pourraient être réduites grâce à l'intelligence artificielle. On est en plein dedans avec Euritech. Très concrètement, comment vous arrivez à prévoir des choses pareilles dans une période aussi incertaine? Effectivement, là, la période est très incertaine. La façon dont on peut aider et comprendre un peu ce qui est l'avenir, c'est déjà en analysant ce qui se passe et en détectant tous les signaux faibles le plus rapidement possible. C'est-à-dire que c'est détecter des choses qui se passent dans des régions justement qui sont un petit peu en décalage. Donc on parlait de la Chine, et ça peut être une source d'inspiration, même si effectivement il ne faut pas forcément tout reprendre et tout appliquer, mais de voir comment justement les clients se réapproprient la mode, quelles sont les tendances qui émergent. Et nous, on voit déjà des choses qui se passent à ce niveau-là. Donc, c'est comprendre les changements de consommation, les habitudes aussi sur les réseaux, et voilà, détecter les signaux faibles. Et grâce à tous ces éléments-là et à cette synthèse de l'information qu'on a un petit peu partout dans le monde, ça peut aider à prendre des décisions. Après, c'est effectivement une aide et il n'y a pas de choses miracles, mais je pense que c'est ultra important de prendre en considération tous les éléments que l'on a pour justement confirmer ou infirmer les hypothèses qu'on peut avoir. Et c'est un peu ce que je pense la crise va aider à faire émerger. C'est sur certains sujets, c'est important voilà, de baquer nos intuitions avec
de la data, de beaucoup d'informations. Et ce qui est peut-être aussi important, c'est qu'il y ait aussi un partage d'informations entre différentes marques. Il y a peut-être des choses comme ça, des entraides qui peuvent être faites pour que vu que cette crise touche tout le monde, il y ait des moyens de s'en sortir. Et c'était aussi une des idées qui avait dans le rapport de BioF, de justement d'avoir ce partage d'informations, de data, d'insights pour justement être plus lié aux clients et éviter tout ce qui est sur stock, notamment. Ouais, j'ai l'impression qu'ils vont avoir besoin d'une agilité, d'une très grande agilité, notamment au niveau de la supply chain. Un PDG disait que eux, ils pensent que l'achat des matières premières pour avoir cette matière première, quoi qu'il arrive, ça permettra une plus grande agilité. C'est-à-dire qu'ils ont la matière première et après, ils peuvent dégainer dès que le confinement est levé. Et donc, il y a des choses comme ça va être des numéros d'équilibristes, j'ai l'impression. Qu'est-ce que ça impacte concrètement cette crise sur la création en préparation? On se demandait comment est-ce que les studios de création continuent à fonctionner alors même qu'ils sont pas ensemble. Ils sont tous à la maison. On n'a pas les rebraques de tissu. On peut pas faire des maquettes très rapidement, etc. On peut pas montrer les looks. On peut pas montrer les protos. C'est concrètement comment se réorganise la création dans cette période? J'ai l'impression qu'elle fonctionne toujours, mais elle est un petit peu en mode un petit peu au ralenti. C'est-à-dire, c'est ce que je disais sur les collections qui seront plus condensées, parce que c'est quand même très compliqué de le faire digitalement. Sur les tendances, les couleurs, les tissus, est-ce que vous avez un petit peu de data là-dessus, Ritech? Oui, on commence à avoir quelques data, donc il y a quelques informations sur les tendances avril-mai, des choses qui émergent, donc par exemple sur des imprimés qui fonctionnent beaucoup plus sur avril-mai, là, sur notamment le camouflage, là, par rapport à décembre, ça fait plus 70%. Il y a quelques éléments qu'on arrive à voir qui sont assez saillants. Le camouflage. Ouais, voilà, par exemple, ou le beige. Voilà. Donc il y a certains éléments qu'on arrive à voir et qui sont assez saillants par rapport au mois précédent. Oui, tu disais qu'il y avait encore, il y avait encore beaucoup de posts sur des tendances de mode. Donc, il y a vraiment un intérêt qui reste malgré le confinement. Voilà, parce que nous, on a fait un rapport sur le coronavirus. Bon, bien sûr, c'est un sujet qui a été très, très utilisé sur les réseaux. Mais moi, ce qui m'a assez étonné, c'est de voir la constance sur les données mode et au cours du temps. C'est quelque chose qui est resté assez stable et qui n'a pas trop baissé. Et notamment aussi sur des sujets autres. Nous, on a les images, on peut voir les contextes dans lesquels les photos sont prises. En fait, il y a beaucoup de photos qui sont prises outdoor, ce qui paraît étonnant actuellement, mais en fait, ça s'explique par plusieurs choses. C'est à la fois beaucoup de posts qui sont faits pendant juste la période où les personnes sortent, ou des reposts de posts en nostalgie. Et donc, il y a différents éléments comme ça. Et en fait, les différents contextes restent assez constants et beaucoup de sujets sur la mode toujours. Donc, moi, je pensais que ça allait être vraiment un gros différentiel. Donc, il y a des sujets qui émergent. Là, s'il y a de notre rapport, alors, je ne l'ai plus là, il faudrait que je revoie. Mais on a fait un rapport, oui, il y avait forcément tout ce qui est autour du confinement qui a émergé. Tout le sport at home, des sujets qui sont un peu globaux, qui émergent beaucoup plus qu'auparavant, mais des sujets d'avant sont notamment la mode reste très très constant. Très bien. Et oui, quelque chose aussi par rapport à une question aujourd'hui, parce que justement il y avait très peu de posts qui mentionnaient le coronavirus pendant la fashion show quand on avait analysé, c'était début mars. Effectivement, là, ça a énormément changé depuis, et quand on a commencé à se rendre compte de ce que c'était, même si c'était en Italie, c'est vrai que même en France, on ne se rendait pas compte de l'impact que ça allait avoir. Là, les données ont vraiment explosé, hein, c'est hashtag Covid-19, quoi. Oui, ça fait depuis les 2 premières semaines de mars, ça fait x6 en volume. Donc, c'est énorme. Et là, à partir de mi-mars, c'est moins coronavirus, mais plus confinement.
Ouais, ouais. Ça, ce sont des sujets qui émergent après, quoi. Ouais. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la supply chain. Je vois une question de Clara Marty qui est très pertinente. Elle dit, pensez-vous que le fait que les consommateurs français veulent plus de local annonce la fin du Made in China, India, Taïwan et tous ces pays trop éloignés géographiquement? Et moi, j'aimerais bien compléter la question parce que c'est une vraie question qu'on peut se poser. Mais tous ces pays qui sont fabricants, producteurs de la fashion occidentale, si on décide de relocaliser sur des circuits plus courts, donc en Europe, au Maghreb, etc., Europe de l'Est, qu'est-ce qu'il advient de ces pays-là? Là, je vous pose une question d'économiste, hein, mais est-ce que vous avez des pistes là-dessus? Mais une chose est sûre, c'est que la production localisée, je suis aussi convaincue que ça va être renforcé. Et quand on voit la réaction de LVMH pour faire les gels, pour fabriquer les gels dans ses usines de parfums, des marques de beauté, c'est aussi parce que les usines étaient en France et très proches. Donc, il y a un côté même d'intérêt public, en fait, qu'il y ait cette production locale. Mais il y avait quand même déjà aussi des prémices de vouloir relocaliser avant cette crise-là, et je pense que ça va potentiellement juste accélérer ce process-là, de se dire finalement des cycles courts, même si potentiellement ça nous coûte plus cher, le fait qu'on fasse moins de stock et qu'il y a le moins de justement de coûts de transport, au final on est gagnant. Donc je dirais que ça pourrait potentiellement accélérer, quoi. Mais Pardon, vas-y Laure. on n'a pas répondu à ta question sur quel va être l'impact sur les pays qui sont avaient la producteurs aujourd'hui. On n'a pas répondu parce qu'on n'a pas. C'est une bonne question. Après, la Chine, je pense que c'est différent peut-être parce que déjà le marché est énorme là-bas, donc ils vont aussi consommer local eux aussi, donc potentiellement avoir un clivage. Ouais. Il y avait un autre sujet aussi. Quel impact cette crise va avoir sur notre façon de travailler? J'ai le sentiment qu'il y a pas mal de CEO qui sont contents. Enfin, qui sont contents. Je ne pense pas que c'est le bon terme. Mais cette nouvelle façon de travailler à distance, avec des réunions qui sont peut-être plus courtes, plus directes, en visioconférence, le home office, on dit que beaucoup de gens les gens sont plus productifs. Qu'est-ce que ça va changer concrètement par la suite? Tu veux. Comme tu veux, vas-y. Effectivement, j'ai l'impression que tout le monde se rend compte qu'on peut travailler différemment et tout aussi efficacement. Donc, je pense que ça va changer. On parlait des studios de mode, là c'est plus compliqué, mais en tout cas au siège des maisons de mode, il va y avoir beaucoup plus de télétravail. Il y a aussi un consensus sur le fait que les réunions sur Zoom sont plus efficaces. Mais on disait parce que la prise de parole est plus concise, plus directe et plus claire. En même temps, il manque toutes ces interactions informelles qui font le côté humain qu'on ne peut pas remplacer. Mais ça crée aussi une sorte de solidarité dans les équipes parce qu'il y a l'irruption de la vie sur l'écran Zoom dans le travail. Donc, on voit un enfant en fond, un chien passer. Un avion. Voilà. Il y a une plus grande perméabilité dans les horaires de travail, c'est-à-dire que c'est plus la journée de travail qui est de 9h à 20h, on va dire, c'est-à-dire qu'on peut avoir un coup de fil à 8h et on peut en avoir un à 21h30. Donc ça, c'est aussi une donnée à prendre en compte. Mais j'ai l'impression que tout le monde se rend compte que ça marche très, très bien le télétravail. Oui, nous, de notre côté, c'est sûr qu'il y aura un avant et un après. En fait, cette crise-là a fait accélérer le télétravail de quelque chose un mouvement qui aurait peut-être duré 5 à 10 ans. Là, on l'a fait en quelques jours. Et nous, au sein de Eurytech, c'est assez simple parce que vu qu'on travaille tous devant un ordinateur, donc le télétravail, il n'y a pas cette difficulté à avoir l'accès à la matière. Donc, nous, de notre côté, c'est fort probable qu'il y ait une journée de télétravail par semaine qui soit un peu presque. Là, je m'avance un peu parce que mais c'est possible. Tu prends des engagements là devant tes équipes. Voilà.
Oui, bien sûr. Non, mais je pense qu'effectivement, parce qu'il faut un compromis. Et c'est très important de se voir, de constituer vraiment la culture d'entreprise, de faire ces rendez-vous en café qui font émerger pas mal d'idées. Mais on se rend compte que le fait de faire certaines réunions ou d'être chez soi, soit sur Paris ou même en maison de campagne, ça a quand même beaucoup d'avantages et d'efficacité et d'avantages même perso. Oui. Mais comment les marques peuvent structurer ça derrière alors, c'est peut-être pas la préoccupation du moment pour les CEO et pour les directeurs des ressources humaines. Je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Mais en tout cas, comment est-ce qu'ils pourront le réintégrer une fois que tout sera revenu à la normale, vous pensez? Ça, je ne sais pas. Bah, après, oui, j'imagine que ça dépend des métiers, quoi. C'est vrai que sur des métiers où il y a besoin d'avoir accès à différentes choses, c'est plus compliqué que quand on travaille devant un ordinateur. Donc, je pense que c'est surtout ça qui va changer la donne. Nous, tout ce qu'on fait, on utilise des outils virtuels, on utilise Drive, Slack, donc, et Zoom. Avec ça, on peut faire tout à distance. Quand on parle de matière, des choses que je connais moins, c'est sûr que là, on a besoin de se voir réellement. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'était un privilège réservé au top management de pouvoir travailler où on voulait. Ils travaillaient depuis leur chambre d'hôtel, leur vol, leurs avions, etc. Et maintenant, c'est absolument tout le monde. Donc, il y a aussi une confiance, une relation de confiance avec les employés qui est renforcée. Il y aura aussi moins de voyages d'affaires, je pense. Ouais. Ce qui va limiter le coût en CO2, en temps et en argent pour les entreprises. Oui, c'est sûr. Puis je pense que pour beaucoup de CEO, il y avait une défiance sur le fait qu'on puisse réellement travailler en télétravail, quoi. Pour le télétravail, c'était considéré comme une semi-journée off, quoi. Alors qu'au final, au final, c'est possible. Sauf peut-être quand on a des enfants, c'est plus compliqué, mais j'imagine. Oui, on parlait d'une directrice de collection qui fait participer ses enfants aux collections. Effectivement. Mais c'est vrai que je trouve que ça, moi, mon ressenti, c'est que ça rapporte vachement d'authenticité et d'humanité finalement dans l'industrie de la mode. Et j'espère que c'est quelque chose qu'on va garder. Je prends mon exemple très personnel, c'est dans les podcasts Entreprendre dans la mode. Alors, j'ai fait 2-3 interviews où on entendait les enfants des invités hurler derrière en train de s'entretuer. Et en même temps, je trouve que ça apporte beaucoup d'humanité d'humanité tout simplement. Et je trouve que ça va être difficile de revenir à des plateaux télé complètement aseptisés, etc. Et même, je voyais certaines initiatives de marques qui sont plutôt établies et qui sont plutôt posées, où les fondateurs ou les dirigeants n'ont jamais le bout de leur nez, commencent à faire des lives. Et, et je trouve ça hyper cool, en fait. Et je me demande, qu'est-ce que les gens vont garder de ça après le déconfinement? Est-ce qu'on va revenir comme c'était avant, hyper clean, hyper carré, hyper aseptisé finalement, ou est-ce qu'on va garder ce côté un peu crafty, cette bibliothèque et les gamins qui gueulent en plein live Instagram? Tony? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais. Je pense que ça n'a pas changé tout au tout, hein, c'est sûr. Je pense qu'il y aura un petit impact, mais c'est dur à évaluer comment, mais on ne pourra pas revenir totalement comme avant, j'imagine. Mais c'est dur à déterminer. Ouais. Alors la crise, c'est aussi synonyme d'opportunité et j'aimerais bien qu'on passe dans la... Alors ça fait déjà 45 minutes qu'on est ensemble, hein, ça passe vite, hein, vous parlez trop, ou je gère mal mon interview. La crise, c'est aussi synonyme d'opportunité, c'est ce que disent souvent les gens. Où est-ce que vous voyez qu'il y a des opportunités, vous, derrière? Parce qu'il y a quand même des gagnants et des perdants finalement dans cette crise. On se rend bien compte que les retailers... ils se prennent une grosse claque, mais que finalement, les e-commerçants, ils s'en sortent quand même plutôt pas trop mal. Et notamment, tous les gens qui font de la beauté, du soin, ou même de la home clothing, là, comme on appelle ça, des pyjamas, de la lingerie, etc. J'ai l'impression que clairement, il y a des gens qui s'en sortent hyper bien, quoi. Ça veut dire quoi? Alors ça, c'est dans l'impact, c'est l'impact actuel, mais où seront les opportunités à la sortie de cette crise, vous pensez? Tu veux parler en termes d'entreprise ou de segments qui seront
Moi, je pense en termes d'entreprise, de distribution, de segments, etc. Ouais. Je pense qu'en termes d'entreprise, on parlait de trésorerie tout à l'heure, il va y avoir, et Tony donnait le chiffre de 80% des entreprises de mode qui seront en détresse financière si on considère 2 ou 3 mois de fermeture des boutiques. Donc, je pense qu'il y aura des entreprises qui seront des cibles pour des acquisitions pour des plus grosses entreprises qui ont les reins assez solides. Donc là, on sait que les valorisations, les capitalisations boursières dans la mode sont en baisse de 40%. Ça va consolider l'industrie davantage. Alors, je ne pense pas tout de suite. Quand on regarde la crise de 2008, il y a eu à peu près 3 ans avant que l'activité des acquisitions reprenne. Et la grosse acquisition après cette crise-là, c'était Bulgari par LVMH en 2011. Donc, je pense que quand le calme reviendra, là, il y aura une consolidation. Et ça profitera, les gagnants seront évidemment les géants qui ont les reins les plus solides. Et pour les plus petites boîtes, moi je pense qu'il y a sur Entreprendre la mode, il y a quand même pas mal de gens qui sont des toutes petites boîtes, des jeunes créateurs, etc. C'est quoi le conseil que vous donneriez à tous ces gens-là? Comment est-ce qu'ils peuvent naviguer la crise? Comment ils peuvent s'en sortir? Alors, je me rappelle, j'ai les mots de Ramdan Touami qui disait si vous lancez un business en ce moment, revenez dans 2 ans parce que ça va être très compliqué. Mais je trouve que c'est pas forcément très facile à entendre. Quels sont finalement les… Enfin, est-ce qu'il y a quand même des opportunités pour les petits, quoi? Difficile de répondre. Après, je pense qu'il y a une question quand même très terre à terre. Enfin, nous, on le voit, c'est aussi c'est effectivement la gestion du cash pour court terme. Donc déjà, je pense que c'est la priorité pour toutes les marques pour savoir comment je tiens les prochains mois. Et après, une fois qu'effectivement ça commence à reprendre, c'est réfléchir à comment réellement repenser tous les process de fond en comble. Et voilà. Mais c'est vrai que là, je pense qu'à court terme, c'est déjà la gestion du cash, quoi. Ouais, là, c'est le nerf de la guerre. On va passer aux questions des auditeurs. Je vois qu'il y en a qui sont très pointus et que je ne suis pas sûr qu'on soit capable d'y répondre, en tout cas. Mais on va quand même tenter. Je rappelle qu'on aurait dû avoir Henri Sebaoun de Vanessa Bruno, qui a beaucoup d'expérience et qui, je pense, aurait pu nous éclairer là-dessus, mais malheureusement… à cause d'un problème de connexion, on n'a pas pu l'avoir avec nous. Ce que je ferai, c'est qu'on fera un épisode avec lui et on lui posera les mêmes questions, mais pas en live cette fois-ci. Il y avait une question de Aude Penouti. Si on localise la plupart des productions plus proches, pensez-vous que les marques soient prêtes à lisser leur marge si nécessaire? Je recommence. Si on relocalise la plupart des productions plus proches, pensez-vous que les marques soient prêtes à lisser leur marge si nécessaire? C'est vrai que un truc qui est revenu souvent, c'est que produire plus local, ça coûte un peu plus cher. Et est-ce que les consommateurs sont prêts à payer plus cher, ou est-ce que les marques sont prêtes à se faire moins de marge? C'est à qui de prendre le surplus? Ouais, c'est là qu'on aurait besoin d'Henri pour… Henri, si tu es là. mais je la garde celle-ci parce que je trouve qu'elle est très pertinente. Cela fait des années qu'on parle de relocalisation. Ça, c'est Stéphane Popescu que je salue. J'espère que tu vas bien, Stéphane. Cela fait des années que l'on parle de relocalisation, mais ce n'est toujours pas un réel switch des entreprises, car le driver numéro 1 reste le prix. Le Corona changera ça, pour l'interrogation. Ça, pareil, hein, franchement, c'est des questions… on verra en live, quoi. Je sais pas si tu as des pistes de réponse, Tony. J'ai l'impression que tu allais répondre. Des pistes de réponse, c'est un bien grand mot. Après, je pense que aussi, justement, les coûts vont peut-être changer avec peut-être un transport plus cher. Voilà, c'est l'hypothèse que je fais. Mais si effectivement le driver reste le prix, il y a peut-être des coûts qui vont changer. Et le fait aussi que les frontières restent bloquées longtemps, peut-être que ça vaudra le coup aussi de relocaliser. Et le fait qu'on fasse des productions plus petites, qu'on soit plus à même d'évaluer les stocks dont on a besoin,
Donc le coût sera moindre et potentiellement là, il y aura une réelle relocalisation. C'est sûr que si ça coûte beaucoup trop cher de localiser, on ne va pas le faire et le client, même s'il a envie de consommer local, si le prix est beaucoup trop important, c'est dur que le cap ne sera pas. Mais peut-être qu'il y a aussi un changement de mindset au niveau des clients, de acheter moins pour acheter mieux. Mais ça, c'est une hypothèse que je fais. Mais ça, est-ce que tu vois des choses, toi, sur les réseaux? Parce qu'il y a une question de Yann Baer qui est vachement intéressante aussi. Bonjour à tous. Si nous sommes sûrs de pouvoir changer notre façon de travailler, n'avez-vous pas l'impression que la place de la marque va changer post-confinement? Moins d'envie d'acheter et de posséder, mais plus d'expérience à vivre. En gros, encore une accélération de la baisse du poids du budget mode. Est-ce que tu penses que est-ce que tu le ressens dans tes réseaux et dans tes datas, quoi? Oui, après ce qu'on voit en Chine, il y a aussi une baisse de morale en sortie du confinement. Donc, je pense qu'il y aura ça aussi. Et effectivement, a priori, il y aura un changement à ce niveau-là. Et peut-être, dans un premier temps, moins envie d'acheter et peut-être de posséder. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour le dire. Et dire qu'on a des data, ça serait non, c'est un peu tôt. Mais mon estimation, c'est que il y a une grande chance qu'il y ait ça en sortie de crise, quoi. Moi, je pense que ça va renforcer le luxe expérientiel. Ça aussi, c'est quelque chose qui avait démarré et qui va être accéléré. LVMH a racheté Belmont il y a un an, la chaîne d'hôtels, parce qu'ils se sont rendus compte que le luxe expérientiel, c'était aussi le futur du luxe. Là, il y a pour l'hôtellerie en particulier, il y a ce point d'interrogation sur les interdictions de voyager. Quand est-ce qu'on va pouvoir voyager? Je pense que les expériences vont prendre de plus en plus d'importance. Après, il faut voir si on peut voyager, effectivement. Je reprends 2-3 questions. Il y a Stéphane Popescu, toujours, qui est très bavard aujourd'hui. Pensez-vous que l'élan de solidarité, masques, dons des masques aux hôpitaux, etc., qui favorise la collaboration sectorielle et intersectorielle, débouchera sur plus de collaboration sur les challenges de la mode, sourcing, développement durable? C'est vrai qu'on a l'impression que tout le monde est en train de se parler et tout le monde est en train de se serrer les coudes, s'entraider pour faire des masques. Est-ce que finalement, ça va accélérer cette collaboration on sait tous, c'est la clé pour pouvoir sortir de la crise climatique qui s'apprête à arriver. Ça, je pense que les liens qui ont été faits pendant cette crise resteront. Ouais. Je pense que c'est une question aussi de survie. Et là, on répond très court terme, faire des masques. Et après, on se rend compte que pour l'après-crise, il y a un besoin de collaboration plus fort pour justement survivre à cette crise-là, parce que tout le monde ne pourra pas le faire. Donc, je pense que c'est indispensable. Question de Laurie Thépeau. Dit bonjour, merci pour ce live. Je t'en prie, Laurie. Comment voyez-vous l'avenir de l'entrepreneuriat dans la mode? Il va être difficile de créer une marque dans un tel contexte économique. Ça, c'est une vraie bonne question. Est-ce qu'il y a quand même des opportunités ou pas? Est-ce qu'on repousse quand ça reprendra? Ou qu'est-ce que vous en pensez? Après, je donnerai mon avis. Sur l'entrepreneuriat dans la mode, j'imagine. Moi, ce que je vois, c'est en dehors, par exemple, dans le monde des startups, c'est sûr que là, par exemple, pour faire des levées de fonds, c'est quasi impossible dans les 6 mois, 1 an qui viennent. Donc, après, il y a justement aussi pour des entreprises très early, qui n'ont pas encore engrangé beaucoup d'investissement, il y a aussi des opportunités pour bien réfléchir au projet et aussi de pouvoir lier des contacts et échanger avec beaucoup de personnes actuellement, parce que justement, vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont potentiellement au chômage partiel ou des gens qui ont du temps, ça peut être aussi le bon moment pour réfléchir à un projet plus global. Après, pour trouver des fonds maintenant, je pense, de ce que je connais sur la partie investissement, on va dire VC startup, là c'est compliqué. C'est clair. Tony, c'est le moment de créer du lien. Voilà. Les gens sont quand même plus disponibles et dans Exactement. un esprit. Tu me demandais au début de ce live, Adrien, ce que ça changeait dans mon métier de journaliste. Et c'est pas seulement que c'est plus des interviews
en face à face, mais par Zoom, etc. Les interviews, je trouve, on parle naturellement du confinement, de notre personnel au début. Ça brise les barrières, ouais. Exactement. Ouais. Et je pense Ouais, que ça... pour les entrepreneurs, c'est aussi le moment de contacter Ouais. les gens qu'il faut. Peut-être pas pour se lancer tout de suite, mais pour être prêt quand… Ouais. Pour imaginer un projet, ouais, je pense que c'est le bon moment. C'est le bon moment. Ouais. Ouais, moi, le sentiment que j'ai, je partage mon expérience, mais c'est que sur Entreprendre à la mode, j'ai pratiquement zéro refus. Hein. Enfin, zéro refus en tout cas, sauf pour ce live, où ce que je disais tout à l'heure en intro, il n'y a pas grand monde qui veut se mouiller sur cet exercice parce que c'est difficile de prendre la parole en live sur des sujets aussi touchy. Et on s'en rend bien compte, on ne va pas se mentir. Franchement, prévoir l'avenir en ce moment, c'est très compliqué, quoi. Mais en tout cas, moi, à chaque fois que je prends mon téléphone et que j'appelle les gens pour faire des interviews, les gens sont disponibles et ça, c'est quand même un des avantages de cette période-là. Et après, je trouve que c'est quand même le bon timing, ce que vous disiez, hein, pour réfléchir, pour aller plus loin et pour connecter avec sa communauté, pour faire des lives, pour être créatif et je pense pour créer du lien avec des gens qui n'ont pas forcément le temps habituellement. Euh, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui font des images, des modèles. Je pense beaucoup à la création, à la créativité. Il y a plein de gens qui ont un peu plus de temps que d'habitude parce que soit ils ont perdu des contrats ou soit ils peuvent pas se déplacer, etc. Et je pense que c'est le bon timing pour connecter avec les gens, quoi. Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. Une dernière question et après je pense qu'on va vous laisser parce que ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Bonjour, merci pour le partage. Ça c'est Héloïse Gillot, je ne sais pas comment on prononce, pardon. Quels sont les secteurs qui se remettront rapidement de cette crise et pensez-vous qu'il y aura de nouveaux métiers créés? Ça c'est prospectif. Laure, vas-y. Des secteurs au sein de la mode et du luxe, des segments plutôt ou des… Parce que j'imagine que c'est ça ce qu'elle veut dire. Je parlais avec quelqu'un, un PDG dans la joaillerie, qui me disait que lui, il pensait que la haute joaillerie allait tirer son épingle du jeu. Parce qu'avec une crise pareille, j'imagine que les gens très riches seront un peu moins riches, mais pourront toujours n'auront pas à faire des arbitrages entre tel ou tel achat, alors que la upper middle class va souffrir davantage. Donc peut-être que dans la mode, il y aura cet effet-là aussi. C'est-à-dire qu'il y aura toujours de la place pour du prêt-à-porter de luxe et de la couture. J'imagine, mais peut-être que je me… On reprendra ça dans 6 mois, on verra. Donc non, je ne veux pas trop m'avancer. Très bien. Eh ben, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Merci pour tout. Et vraiment désolé de pas pu avoir Henri Sebaoun avec nous pour un problème de connexion. Ce qu'on va faire, ce qu'il faut peut-être préciser, Tony, c'est que vous allez mettre à disposition des ressources aux petites boîtes aussi. Tu veux nous en dire un ou deux mots avant qu'on se quitte? Là, on est vraiment au tout début de l'initiative, donc c'est plus en train de construire ça. Mais notre idée, c'est on a accès à beaucoup d'informations, beaucoup d'insights pour lesquels on travaille beaucoup avec des gros acteurs, mais on souhaite en faire bénéficier justement des marques émergentes, des plus petites marques. Donc toutes les marques qui sont intéressées par nos données de tendance marché, de tendance produit, qui nous contactent et on est en train de constituer ça. Donc qu'elles n'hésitent pas à nous contacter. Très bien. Dernière chose, moi je vais vous envoyer… pardon Laure, tu voulais conclure peut-être? Non, c'était juste pour mentionner une autre initiative qui est l'IFM, a lancé l'IFM Label, justement pour les plus petites marques et pour les questionnements qu'elles ont, de pouvoir échanger sur les meilleures pratiques avec d'autres acteurs de l'industrie. Ouais, d'accord. Très bien, merci de ce partage. Dernière chose, moi je vais vous envoyer un questionnaire de satisfaction pour savoir comment vous avez trouvé ce live et si c'est quelque chose qu'il faut qu'on refasse ou pas du tout. Enfin, vous pouvez me dire si c'était vraiment tout pourri ou si c'était vraiment extraordinaire et qu'est-ce qu'il faudrait réinviter et surtout qu'est-ce qu'on peut améliorer pour les prochaines fois. C'est comme toutes les premières, c'est jamais un grand souvenir, mais en tout cas, moi j'ai passé un super moment. Merci à tous les deux d'avoir répondu présent
à ce live. Merci à toi. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut. À bientôt. Au revoir.